Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons avec plaisir cette semaine Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes, spécialiste de la traite négrière et membre du CRHIA. Et nous accueillons également aujourd'hui l'historien Jean Breteau, spécialiste de Nantes et de la traite négrière. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de la vente des esclaves dans les colonies françaises. Nous allons aujourd'hui entamer notre dernier voyage, le retour du navire vers Nantes. Mais avant cela, Bernard Michon, vous allez nous lire un extrait du rapport du capitaine du navire l'Africaine, fait devant les officiers de l'amirauté de Nantes le 8 juin 1716, un document conservé aux archives départementales de Loire-Atlantique et qui va donc reprendre ce voyage de traite négrière. Par-devant, messieurs, le lieutenant-général et Guiton, greffier du roi, a comparu en sa personne le sieur Claude Gontard, capitaine commandant le navire l'Africaine de cette rivière de Nantes, du port de 350 tonneaux ou environ, armé de 18 canons. Lequel nous a dit que le dit navire, ayant été équipé et chargé en cette rivière de denrées et marchandises par le sieur Augustin de Luynes, marchand de cette ville, faisant pour les sieurs directeurs de la compagnie du Sénégal. Il partit pour se faire de la rade de Mindin au bas de cette rivière pour l'accomplissement du dit voyage le 27 mars 1715. Qu'il arriva heureusement au Sénégal le 17 avril suivant. Auquel lieu, ayant déchargé les marchandises qui composaient son chargement, les officiers du comptoir du dit lieu lui donnèrent et le chargèrent de 560 noirs de l'un et l'autre sexe. Après quoi, partit du dit lieu le 15 juillet pour aller à l'île et côte de Saint-Domingue, les y traiter. Qu'il arriva au Cap François le 7 septembre au dit an. Au Cap, il a traité et vendu 430 noirs, lui restant du nombre ci-dessus, attendu la mort de 130 dans sa traversée, et a rechargé en retour pour le compte de la dite compagnie, savoir 764 barriques de sucre brut, 144 idem de sucre brut, 12 barriques d'indigo, 1151 cuir en poil. Après quoi, il est parti pour son retour en France le 25 mars dernier, de sorte qu'ayant fait sa route, il est arrivé à Paimboeuf le 6 de ce mois. Alors on a tout le voyage justement d'un navire. Est-ce qu'on peut revenir sur, vous l'évoquez, la compagnie du Sénégal? Est-ce que vous pouvez nous dire, Jean Breteau, qu'est-ce qu'une compagnie? Alors les compagnies qui furent un peu la manie, la marotte du cardinal de Richelieu, sont des associations de commerçants, d'armateurs extrêmement riches qui achètent la concession d'un monopole, en Afrique ou en Amérique pour telle ou telle forme de commerce. Et ces associations, évidemment, jouent un très grand rôle dans l'essor économique. La Compagnie des Indes orientales, par exemple, avait un comptoir très important à Nantes. On peut ajouter que dans le cadre de la traite des Noirs, on a essayé dans un premier temps de mettre en place ce commerce par des compagnies. Mais assez rapidement, les armateurs privés vont reprendre l'initiative devant l'incapacité des compagnies, donc la compagnie de Guinée, la compagnie du Sénégal qui est évoquée dans le document que j'ai lu à l'instant. Ces compagnies se révèlent finalement dans l'incapacité d'organiser la traite pour déporter suffisamment de captifs. Et devant cette incapacité, ce sont les armateurs privés qui vont reprendre l'initiative en versant un droit à la Compagnie des Indes qui conserve le privilège de la traite des Noirs. Donc ce sont des entreprises qui capitalisent autour de la traite négrière. Oui, qui détiennent le monopole du commerce, dont la traite négrière, pour la Guinée, pour le Sénégal, etc. D'accord. Alors on entend que ce navire arrive à Saint-Domingue, il recharge ses cales des productions locales. Combien de temps va prendre ce chargement? Celui-là, je ne sais pas exactement, mais en fait, il suffit juste de réunir les marchandises. Il y a des chargements qui durent beaucoup plus longtemps. C'est notamment les chargements, hélas, de captifs en Afrique, où on est obligé de faire des sauts de puce de comptoir en comptoir. Aux Antilles, c'est beaucoup plus rapide.
Mais il faut, pendant ce temps-là d'ailleurs, le navire est entièrement réaménagé. On démonte l'entrepont négrier et on s'arrange pour qu'il puisse recevoir les futailles, les barriques, etc. pour une traversée qui est une traversée périlleuse, cette traversée de l'Atlantique Nord. La mer est grosse, les voiles sont usées et c'est aussi pour ça que les compagnies s'assurent et assurent leur cargaison. Donc le navire ne bouge pas de port lorsqu'il est à Saint-Domingue? Je ne pense pas, non. Non. Le navire arrive, comme dans le cas présent, généralement par le nord de l'île de Saint-Domingue, donc au Cap Français, et peut ensuite se rendre vers d'autres destinations, le Port-au-Prince, Léogâne ou les Cayes Saint-Louis, plus au sud de l'île. Mais en l'occurrence, il est possible qu'un navire décharge dans un seul port sa cargaison. Le navire repart en direction de Nantes. Combien de temps va durer cette traversée en moyenne et du coup combien de temps aura duré ce voyage? Là on entend dans le rapport de l'Amirauté que ça dure à peu près une année. Oui, ça va de une année. Une année, c'est assez court. Ça peut aller jusqu'à 18 mois facilement. Tout dépend des aléas de navigation, tout dépend de la force des alizés et tout dépend des tempêtes de l'Atlantique Nord. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Down by the water, the riverbed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Jean Breteau. Le navire arrive à Paimboeuf, c'est là qu'il s'arrête pour décharger? Ça dépend des cas. Quand la Loire est navigable jusqu'à Nantes, quand on n'est pas envahi de bancs de sable, il vient jusqu'à Nantes, quand il n'est pas trop gros non plus. Autrement, il décharge à Paimboeuf les marchandises directement sur des gabarres qui, elles, remontent jusqu'à Nantes et bien au-delà pour répartir les marchandises, pour assurer la vente des marchandises de retour. Alors, où vont ces marchandises, justement, si elles arrivent à Paimboeuf ou à Nantes? Est-ce qu'elles sont tout de suite dispersées ou est-ce qu'il y a des commerces à Nantes pour les vendre? Les deux. Elles sont mises aux enchères et elles repartent à travers toute l'Europe, le sucre notamment, mais d'autres marchandises aussi. Et elles animent tout un commerce ligérien très important et par voie d'eau, elles vont très loin. Il faut distinguer en cela la situation du port de Nantes de celle du port de Bordeaux, qui avait été étudiée par l'historien Paul Butel. Donc, Paul Butel avait montré dans le cas de Bordeaux que de nombreuses marchandises coloniales étaient ensuite réexportées vers l'Europe du Nord. Dans le cas de Nantes, on a une partie qui est réexportée vers l'Europe du Nord, mais par la Loire, de nombreuses marchandises coloniales sont distribuées vers les villes de l'intérieur, et on pense en particulier à la ville d'Orléans, qui s'affirme comme un centre très important de raffinage sucrier. Ça, c'est la thèse récemment soutenue par Maude Villeray à l'université de Nantes. Et on aura en effet l'occasion de revenir sur le commerce ligérien dans d'autres émissions. Alors du coup, ce navire est à Nantes. Que fait l'équipage? L'équipage... Est-ce qu'il repart tout de suite? Non. L'équipage est débarqué. Enfin, l'équipage reçoit à ce moment-là ses gages, en quelque sorte, et ils vont les porter à leur famille, le cas échéant. Autrement, ils contribuent à animer le port et ils recherchent, dès ce moment-là, une nouvelle embauche. Donc ils ne sont pas liés à un seul navire ou à une seule compagnie. C'est la compagnie qui les embauche pour partir sur des navires. Tout à fait. D'accord. Sachant que il faut préciser que nos marins, comme l'a dit Jean Breteau, viennent
d'effectuer un voyage en moyenne de 18 mois, parfois même plus. Donc évidemment, ils ne se réembarquent pas immédiatement. Combien de voyages peut faire un bateau ? Vous parliez tout à l'heure que justement les bateaux étaient usés après de Oui, longues alors traversées. là, dans les livres sur les bateaux négriers, on a plusieurs hypothèses en fait. On compte que pour un navire fabriqué à Nantes, bâti à Nantes, 5 ou 6 voyages, c'est presque le maximum. Alors qu'on compare avec le navire anglais, et là on arrive à 7 ou 8. La construction navale anglaise a l'air plus performante que la française. D'accord. Et souvent, ces navires sont démembrés, mais même parfois dès les Antilles. Ils finissent en bois de construction ou bois de chauffage aux Antilles. Donc les marins repartent avec un autre navire. Repartent avec un autre navire ou plusieurs autres navires parce que Oui. le commerce est tellement fructueux, le troc est tellement fructueux qu'il faut souvent plusieurs navires pour faire le retour de Saint-Domingue en général vers Nantes. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on évoquait à l'émission précédente ensemble. Alors, pour terminer l'émission, puisque le temps passe très vite, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces marins, justement ? Comment vivent-ils ? D'où viennent-ils ? Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. C'est-à-dire que ce sont des gens pauvres qui gagnent peu d'argent et qui font un métier extrêmement difficile. Tout dépend aussi des armateurs et des capitaines. Dans plusieurs exemples que nous retracent les rapports de l'Amirauté, lorsqu'ils indiquent la provenance de ces matelots, on s'aperçoit de deux choses. Les armements les plus sérieux, les plus performants, recrutent très largement dans le pays nantais au sens large du terme, recrutent dans le Grand Ouest. Contrairement à la marine, à la Royale, qui, elle, opère des rafles. Et en plus, deuxième point, ces marins sont des gens de métier, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des métiers, des corporations ou des confréries, à bord du bateau, exactement comme à terre. C'est des métiers spécialisés, dont d'ailleurs la réussite du voyage dépend largement. Je pense aux tonneliers, aux charpentiers en particulier, et ils forment donc une espèce de communauté de marins. Ce sont des gens rudes, auxquels on applique une discipline extrêmement sévère. Il y a des gens de tous les âges. Ils font partie aussi du pourcentage assez énorme des 20% de pertes dues à la traversée, au voyage. Et dans ces cas-là, le capitaine procède à la vente de leurs affaires personnelles et consigne cet argent au greffe. Et c'est absolument tout ce que la famille reverra de ce qui était envisagé. Des conditions très dures, en effet, pour la plupart des marins. Oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, le temps file très vite. Dans une prochaine émission, donc nous l'avons dit, nous suivrons les marchandises de colonies remontant la Loire. Mais la semaine prochaine, nous poursuivons notre escale à Nantes. Nantes, premier port négrier de France. Bernard Michon, Jean Breteau, merci beaucoup. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Excellente soirée aux auditeurs qui nous suivent. À bientôt. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.